Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Bonsoir à tous les chrétiens du monde qui ont célébré hier la fête de Pâques. Et bonsoir à toutes les âmes qui cherchent à se libérer au travers des arguments et de la vérité. Merci d'être avec nous en ce 21 avril 2025. Aujourd'hui, nous allons développer un seul sujet et rapidement laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer et pouvoir passer à d'autres activités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui est à la fois simple, mais en même temps, c'est une manière de dire aux uns aux autres. On dit que lorsqu'on est un berger, si on n'apprend pas à parler le langage des bœufs, on doit quand même connaître les raccourcis. J'aimerais, à travers le travail que je vais faire ce soir, donner un avertissement aux militants RHDP, mais encore un avertissement appuyé à tous ceux qui sont des vrais EPV. Je ne parle pas de la périphérie, je ne parle pas du grand nombre. Je parle des gens qui cherchent à se libérer et à être autonomes en matière de pensée critique en s'assumant. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Soit on est dans quelque chose, ou soit on n'est pas là-dedans. Mais le plus important, quand vous avez des argumentaires et ce que vous dites tient la parole, vous ne devrez pas douter du président Dr Alassane Ouattara. Vous ne devrez pas douter de la Côte d'Ivoire. Vous ne devrez pas douter du travail qui a été fait par le président Ouattara. Et vous ne devez pas douter de ceux qui vous montrent la vérité et qui vous disent « voilà où j'ai enlevé ». Et après qu'ils lancent un défi pour dire s'il y a quelqu'un qui peut venir dire quelque chose d'autre, j'attends que cette personne vienne ici et maintenant. Cela étant bien clair, je vais parler de Laurent Gbagbo. Je vais parler de l'escroquerie morale que Laurent Gbagbo est en train d'installer progressivement. Parce que Laurent Gbagbo, habitué à la tromperie, à la roubladise, il n'a jamais pensé que quelqu'un pouvait le battre dans son jeu, mais de façon honnête. Et donc Laurent Gbagbo s'est retrouvé en face de ce qui lui faisait le plus peur dans sa vie. C'est-à-dire, j'ai été toujours malhonnête dans ma vie, mais le jour que quelqu'un va retourner cette malhonnêteté contre moi, je ne saurais que faire. C'est dans cette posture-là que Laurent Gbagbo est. Laurent Gbagbo, c'est effectivement avec l'accord du président Alassane Ouattara, et les documents sont là. Si je mens sur Laurent Gbagbo, là, il n'a qu'à aller poser plainte contre moi. Ou bien il n'a qu'à dire, tous les gens du PPAC qui entendent là, je dis, Laurent Gbagbo a signé un document de bonne conduite. Et celui qui est le témoin, c'est le greffe de la CPI. Mais Laurent Gbagbo a trahi sa parole. Alassane Ouattara a le même papier, le président Ouattara. Si je mens là, que ce soit sur vous les gens du RHDP là, allez poser plainte contre moi. Si je mens sur Gbagbo là, tous ceux qui sont dans le PPACI là, allez poser plainte contre moi. Dans ce document, il lui était dit, on va te libérer parce que nous n'avons pas eu toutes les preuves au-delà de tout doute raisonnable. On va te libérer. Ça ne veut pas dire que c'est une absence totale de preuves. Quand tu vas rentrer, tu as dit que tu vas aller en Côte d'Ivoire. On a négocié avec les autorités ivoiriennes. Elles ont accepté que tu rentres dans le pays. Mais, toutes les raisons qui ont fait que tu as passé ici à la CPI là, fais attention pour ne plus jamais encore répéter les mêmes choses. Dès que Laurent Gbagbo, il est sorti de la CPI, la première chose, il a menti sur le secrétaire général de l'ONU. Que le secrétaire général de l'ONU dit qu'il est tellement content que lui, il est libéré. Et que vraiment, lui, il va changer le destin de l'Afrique. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a écrit. Il a dit à son secrétaire, il faut écrire pour dire, Laurent Gbagbo ferait mieux de se concentrer à être un acteur de la paix en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, c'est que la CPI lui a dit là. C'est la même chose là. Le secrétaire général de l'ONU lui a dit à travers les écritures de son secrétaire. Mais Laurent Gbagbo là, il a mis caillou dans ses oreilles. Il est revenu en Côte d'Ivoire.
quand il est revenu en Côte d'Ivoire, progressivement, il allait demander pardon à Alassane Ouattara. Faites, on va nous nommer dans la CEI. On leur a donné un poste. Laurent Gbagbo, ce qu'il est en train de faire là, il connaît. Il a tout préparé. Maintenant qu'il est là, dans la à la CEI, il utilise maintenant sa présence pour faire du chantage. C'est les mêmes qui se promènent pour dire aux gens, la CPI là, ça va brûler la Côte d'Ivoire. La CPI, la CEI que vous voyez là, ça va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI et puis Koulibaly Kibia que vous voyez là, ils vont créer guerre civile en Côte d'Ivoire. Ils vont vous tuer, vous tous. CEI que vous voyez là, la CEI est bancale. Mais c'est dans bancal là. Eux, ils ont des députés. Mais les députés là ne sont pas bancals. Eux, ils ont des maires. Ils ne sont pas bancals. Il dit ces pays-là, ils se promènent encore pour dire aux gens, ces pays-là, ce que vous n'avez jamais vu là, c'est ça que vous allez voir. C'est dans ça il est resté, comme il a dit tout ça. Mais le monsieur Koulibaly Kibia de la CEI là, c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules. Il a là à l'école, il a étudié. Il dit, même Alassane Ouattara, même là, ne peut pas venir me faire changer de position. J'ai juré devant les Ivoiriens, je vais faire le travail. Donc quand il sort là, tout ce que les gens ont dit là, il sort et puis il explique ça clairement. Quand il finit là, toi-même tu dis, donc c'était comme ça. Il dit, ah c'est comme ça. Toi-même tu dis, ah en tout cas c'est pas ce que nous on avait entendu. Donc c'est ça ils ont fait jusqu'à ça n'a pas marché. Ils disent maintenant, si tu vois que leur plan ne marche pas, pour qu'ils n'ont qu'à tromper les gens là, c'est que c'est Koulibaly Kibia. Donc, ils ont changé maintenant de poste, de position. Ils disent maintenant là, on n'a qu'à attaquer Koulibaly Kibia. On n'a qu'à salir le monsieur là. On n'a qu'à dire que c'est lui le problème. On n'a qu'à dire qu'il faut qu'il quitte la CEI. Mais en même temps, qu'est-ce que Laurent Gbagbo et son groupe font? Ils se cachent derrière les autres pour aller demander pardon à Ouattara, qui n'ont qu'à leur donner poste de vice-présidence à la CEI. Toi, c'est pas toi, Gbagbo, qui dit que la CEI est bancale. Comment une organisation qui va créer le chaos en Côte d'Ivoire, qui va mettre le feu, toi, tu t'en vas demander vice-présidence de ça. Mais il fait exprès. Il sait que ce poste n'existe pas. Il va demander vice-présidence. Quand on va refuser, il va dire non, la CEI est mauvaise. Maintenant, si les gens acceptent de lui donner ce poste-là, il va faire du chantage avec. Comme ça n'a pas marché, il dit, bon, comme c'est comme ça, là, mes gars qui sont à la CPI, là, et que Dieu fasse que ces pays soient collés sur lui. Sinon, c'est CEI, je vais dire. Mes gars qui sont à la CEI là, donc quittez. Quand vous allez quitter là, on va voir. Ils auront tellement honte et ils auront tellement peur qu'ils vont nous demander pardon, ils vont courir derrière nous. Là, comme ça, nous, on va dire, bon, nous, on ne veut pas, hein. Bon, CEI, maintenant, là, la CEI là, c'est qu'on va faire maintenant, là. C'est nous, les opposants, on va décider. Voilà ce qu'on va faire. Moi-même, Gbagbo, là, je vais être le président de la CEI. Maintenant, là, Simone va être vice-présidente. Maintenant, Chaka Dian, là, lui, va être maintenant un poste stratégique. Maintenant, vous, les gens du RDR, RHDP, là, vous, là, on ne vous nomme pas dedans. C'est nous, les opposants, on va gérer la CEI et puis on va faire élection. Là, quand c'est comme ça maintenant, nous, on est contents. Puisque quand nous, on est contents, là, nous, les opposants, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est contente comme ça. Mais si c'est pas comme ça, là, on va pas vous permettre, vous, les Ivoiriens, d'avoir la paix. Et on va passer par tous les moyens pour vous atteindre. Donc, quand il a essayé tout ça, ça n'a pas marché. Son dernier gros mensonge devant tout le monde, c'est que maintenant, là, lui, Laurent Gbagbo est tellement fort. Il a payé billet d'avion de Katina. Il dit, Katina, il faut aller à New York. Quand tu arrives là-bas, tu demandes que ONU, là, c'est où? On va dire c'est à la 42e. Quand tu descends à la 42e, là, tu rentres dans leur immeuble, tu dis que Gbagbo m'a envoyé pour venir vous dire, si vous ne mettez pas son nom, depuis il est en train de vous parler, depuis il a dit que vous l'avez dit de mettre son nom, pourquoi vous ne voulez pas mettre? Donc moi, Katina m'a envoyé là pour venir vous dire que vous ne voulez pas là, Gbagbo là, son nom sera sur la liste, il va être candidat et puis il va gagner bien de venir vous dire ça. Maintenant là, si vous ne voulez pas vous lever là, vous allez voir. Donc c'est dans ça, quand Katina a menacé l'ONU, le lendemain, mais 2 jours après,
M. Simao Santos s'est levé. Direction Côte d'Ivoire, viens pour aller dire à Ouattara, il faut mettre le nom de Gbagbo, sinon, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Ça, c'est leur film. Ça, c'est leur folie qu'ils ont tourné comme ça. Ça, c'est comme ça, eux, ils auraient voulu que le monde soit. Mais la réalité, Katina était venue pour les funérailles de M. Eouman. C'est ce qu'il faut d'abord dire aux uns aux autres. La fille de Laurent Gbagbo, là, son mari est mort. C'était pour funérailles, là. Maintenant, quand il est venu, là, il n'a même pas été reçu dans la périphérie des Nations Unies. C'était du flatou vossis. Il n'a fait que vendre du vent aux gens. En réalité, chaque 3 mois, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Santos Simao, chaque 3 mois, il vient dans la zone, dans cette zone-là. Et pour tous ceux qui sont des observateurs et des gens intelligents, vous allez voir que cette fois-ci, M. Simao n'est pas allé dans les pays du Sahel. Peut-être que beaucoup n'ont pas remarqué. Mais M. Simao, il est le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et la zone sahélienne. Mais cette fois-ci-là, il n'est pas allé dans les zones sahéliennes. La question, c'est pourquoi? La question, pour la répondre, elle est simple. Parce que Alassane Ouattara est un interlocuteur des plus crédibles. Alassane Ouattara est un interlocuteur qui a une bonne connaissance de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Alassane Ouattara est quelqu'un avec qui, lorsqu'on parle, on a une bonne connaissance des dossiers. Et donc là, ce n'était pas utile qu'il aille perdre son temps avec ces bandits. Mais mieux, pourquoi M. Simao est venu et pourquoi il vient chaque 3 mois? Puisqu'on n'organise pas les élections chaque 3 mois. Il vient chaque 3 mois parce que le terrorisme là, ça devient un problème grave en Afrique de l'Ouest. Donc chaque 90 jours, il vient et puis il fait le point avec les différents pays. Donc ce n'est pas parce que Katina est parti là-bas là, et puis ça coïncide avec la venue de monsieur le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Katina était venu à New York que c'est à cause du FPI qu'ils sont partis à Abidjan. C'est loin de là. Cela étant bien clair, M. Simao arrive en Côte d'Ivoire le 16 avril 2025. Il commence sa tournée et la première personne qu'il rencontre, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Et quand il rencontre le président Alassane Ouattara, voici ce que M. Simao dit. Quand lui et puis Alassane Ouattara ont fini de parler là, voici ce qu'il dit. Le représentant du secrétaire général de l'ONU là, voici ce qu'il dit. Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Il dit dans tous les pays du monde là, quand il y a élection là, tout le monde veut être président, donc tout le monde est excité. Il dit mais quand c'est comme ça là, la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections paisibles. Il dit dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec tous les renseignements que nous avons déjà reçus avant de venir là, effectivement, c'est que toi le président Ouattara, tu m'as dit, ça coïncide avec les informations que nos agences de renseignement et nos agences de traitement d'informations nous ont données depuis la base à New York. Et effectivement, nous constatons, et j'ai constaté que ce qui m'a été dit, et ce que toi tu as dit là, je constate que la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections paisibles. Que la Côte d'Ivoire est sur un bon chemin pour organiser des élections sans parler paisible, ça veut dire dans la paix. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Il dit justement, le secrétaire général des Nations Unies qui m'a envoyé, moi, Simao, là, il dit de dire que les Nations Unies souhaitent que tous les pays copient l'exemple de la Côte d'Ivoire pour organiser des élections dans la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si actuellement, là, le gouvernement ne faisait pas d'efforts pour avoir des élections dans la paix, eux, ils avaient déjà l'information. Ils allaient dire au gouvernement, voilà les failles.
Mais il dit, c'est le gouvernement seul qui fait des efforts pour inspirer la paix et pour créer les conditions de la paix. Il dit, pour eux, à l'ONU, là, la capacité, l'opportunité de choisir leur dirigeant qui est donné aux populations, là, c'est ça qui est le plus important pour eux. Eux ne sont pas là pour faire parler pour quelqu'un. Eux ne sont pas là pour choisir Alassane Ouattara. Eux ne sont pas là pour choisir Gbagbo. Eux ne sont pas là pour choisir Chaka Dian. Ils disent pour eux là, il y a deux choses qui comptent dans une élection. Que l'élection se fasse dans la paix et que cette élection-là, tous ceux qui sont les populations puissent participer. Ce qu'il dit là, c'est un discours diplomatique. Comme nous, on est villageois là, c'est là, moi, je m'assois, on allume le feu et puis maintenant, je vous explique. Il dit, pour eux, les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles. Il dit, la Côte d'Ivoire, là, actuellement, les autorités mettent tout ce qui est en place pour faire des élections dans la paix. Et qu'eux souhaitent que les autres pays n'ont qu'à copier ce même modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui ne font pas la même chose que le gouvernement, c'est eux qui cherchent à créer les conditions du désordre. Et que eux, à l'ONU, là, eux savent qui sont ceux qui sont en train de créer les conditions de paix dans une élection et ceux qui sont en train de créer les conditions de la violence dans une élection. Qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Donc, après la paix, là, la deuxième chose que eux voient dans une élection, est-ce que tout le monde a participé librement pour pouvoir choisir ce dirigeant? Il dit, après, quand ils ont fini là, le reste, là, ça ne les intéresse pas. Nous avons eu des élections bien réussies. L'année passée, au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Il dit, vous avez vu que les pays que les gars prennent comme des exemples, Libéria, Ghana, Sénégal, là, que eux, ils ont fait élection sans aller à la guerre. Ousmane Sonko n'a pas pris Fossi avec Daba et puis Machette pour courir derrière les Sénégalais. Pourquoi on a enlevé son nom? Au Ghana, là, ils ne se sont pas battus. Au Libéria, ils ne se sont pas battus. Est-ce que c'est parce que nous, on est moins humains? Nous, on est sauvages. Nous, on n'est pas comme les autres. Que chaque jour, élection doit être Niaga dans notre pays. Élection doit être coup de poing dans notre pays. Il dit donc là, c'est quand on a commencé. C'est que le gouvernement a commencé, c'est très bien. Et donc là, il y a des pays qui ont fait élection sans palabre. Maintenant, ceux qui ont amené palabre dans ces pays-là, il y avait des raisons pour qu'ils amènent des palabres. Mais ils ont pu dépasser leurs égos. Donc, c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sûrs que le pays va atteindre ce niveau. Il dit donc là, le monde entier regarde les Ivoiriens. Si quelqu'un s'amuse à ce que la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans la liste des pays qui organisent élections sans palabre là, que ça ne sera pas bien pour la personne d'elle. Que eux savent déjà que le gouvernement fait des efforts. Mais ceux qui veulent créer, ceux qui disent qu'ils vont mettre le feu là, que cette fois-ci là, s'ils s'essaient à ce jeu là, que ça ne sera pas bien. Ils veulent tirer le pays vers le bas pour ne pas que le pays atteigne ce niveau là. Que eux ne seront pas, eux vont pas supporter ces personnes. Donc en français simple, ça veut dire ceux qui sont les ennemis de la paix, chaque fois qu'il y a élection là, ils veulent empêcher la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau d'un pays qui organise des élections paisibles et transparentes là. Ils vont pas les supporter. En français simple, ça veut dire tant que Laurent Gbagbo tient le discours de violence là, eux vont pas le supporter. C'est ce que ça veut dire. Et je mets quiconque au défi, que vous soyez littéraire, philosophe, ou même que vous soyez zététicien, venez. Même si vous êtes zététicien, venez. C'est moi qui ai parlé. Et ce que j'ai dit là, venez, on va ginseng devant tout le monde ici, pour enlever ce qui est vrai puis faux dedans. Peut-être mon seul crime, c'est d'expliquer un langage diplomatique de la manière la plus simple, même pour qu'un villageois comprenne. Et ça, c'est l'objectif de la communication entre l'émetteur et le récepteur. Je salue les efforts que le pays fait. Il dit que les efforts que le gouvernement de Ouattara fait là, contrairement aux paresseux qui ne font rien, qui gueulent, qui crient là, que eux reconnaissent ces efforts-là et ils saluent les efforts qui sont faits. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, en matière de développement économique, qui se traduit par l'amélioration du niveau de vie des populations. Il dit vraiment, si Ouattara n'est pas un leader qui aime la paix, s'il n'est pas quelqu'un qui aime le développement là,
Aujourd'hui, tout le monde voit que les conditions de la vie de la population s'est améliorée. Que ceux qui crient qu'ils ont faim, que c'est Waiko, c'est mensonge. Que eux-mêmes là, ils voient qu'avant de venir rencontrer Ouattara là, que eux ils ont passé à la Banque mondiale, ils ont passé au FMI et ils ont regardé tout ce que ces institutions disent sur la Côte d'Ivoire. Que donc là, que eux-mêmes ils sont venus avec le changement que eux voient là, que vraiment, si Ouattara n'est pas un leader qui aime la paix et le développement, il ne pouvait pas atteindre ce niveau-là par hasard. Et les populations ne pouvaient pas être aujourd'hui à l'aise jusqu'à ce niveau-là. Et donc, Alassane Ouattara, c'est parce qu'il connaît l'importance de la paix qu'il a pu atteindre le développement économique et il a pu changer positivement le niveau de vie de la population. Est-ce que quelqu'un qui a lutté pour faire sortir le pays de son état de PPTE, qui a lutté pour que la Côte d'Ivoire devienne aujourd'hui un pays qui est envié, est-ce que cette personne, Alassane Ouattara, peut être encore un va-t-en-guerre qui va brûler lui-même son propre travail? Mais comme on a des jaloux comme Gbagbo, des vauriens comme Chakadjan, et là, il faut que ce soit gâté. C'est dans ça, eux, ils ont leurs bénéfices. Donc là, l'ONU, là, c'est l'Organisation des Nations Unies. Ça veut dire tous les pays qui sont membres de l'ONU disent à Ouattara, on sait que tu es un leader qui fait la paix. On sait que tu es un leader. Toi, là, tu parles pas beaucoup, mais ton économie, là, tu as appris et puis on voit ce que ça fait. Et on voit ça bénéfice de ça sur la population. Donc là, tu n'as pas besoin de faire publicité. Tous ceux qui sont sortis pour aller parler en France de l'IDHO, tous ceux qui sont sortis pour aller envoyer des gens pour hurler là, la réalité, elle est là, on connaît. Je souligne la nécessité pour les pays de continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions aux grands problèmes qu'est le terrorisme, qui est une menace pour tous. Il dit, mais Alassane Ouattara, faut continuer à nous aider, même s'il n'y a pas les terroristes chez toi là, directement là. Mais on a besoin de ton expertise et de ton aide pour pouvoir aider dans la sous-région. Parce que le terrorisme là, même si toi-même là, ça touche pas ton pays, que ça touche les autres là, ça fragilise la sous-région. Donc, on aura besoin de ton aide pour nous aider à combattre les terroristes. Parce que c'est une menace pour tous. Point. Ce que je viens de dire là, c'est au style direct. Ça veut dire, je n'ai même pas sauté une virgule, je n'ai pas sauté un point. Et après, j'ai réinterprété pour expliquer simplement. J'attends maintenant. Quiconque dit que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui a été dénaturé, ou bien quelque chose que toi-même tu ne vois pas en Côte d'Ivoire là, il faut venir ici là, puis tu me dis là, tu as menti. Les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts du pays. La Côte d'Ivoire en particulier, dans ses efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Il dit que tant que les autorités ivoiriennes vont rester sur le chemin qu'elles ont adopté actuellement là, que eux, les Nations Unies là, eux vont continuer à soutenir la Côte d'Ivoire. Et surtout, quand la Côte d'Ivoire va s'ajouter à eux pour combattre le terrorisme là, que eux ne vont pas hésiter à aider le président Ouattara. Bon, quand vous avez fini d'écouter ça là, c'est qui a été félicité? Alassane Ouattara. On l'a félicité pourquoi? On dit il a maintenu son pays dans la paix. Deuxième chose, il a créé les conditions du développement. Troisième chose, on dit ce qu'il a fait conditions de développement là. On voit eux qui sont étrangers là, eux voient l'importance aujourd'hui sur la population. Quatrième chose, que dans la lutte contre le terrorisme là, il est important, mais il doit encore être plus important pour les aider. Voilà les 4 éléments fondamentaux que le secrétaire général de l'ONU a discuté. Et il dit qu'il soutient la voie que Alassane Ouattara a adoptée de continuer à persister dans la voie de faire des élections. Que élections là? Vous avez vu, il n'a pas dit, les opposants avaient dit qu'il ne veut pas aller aux élections. L'ONU dit on va aller aux élections. L'ONU dit aux élections, ça, on va faire. Il dit le Ghana, le Sénégal et puis le Libéria ont fait élection. Que donc si vous les opposants, vous pensez qu'on ne va pas faire élection là, que vous avez tiré dans l'eau, que élection ça là on va faire, que de vous dire ça. Mais que ça là, élection là, ça va se faire dans la paix. Quand vous êtes les ennemis de la paix là, qui vous attendent au tournant? Mais on n'a qu'à laisser tout ça là même. Les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts du pays. La Côte d'Ivoire en particulier, dans ses efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Il dit que tant que les autorités ivoiriennes vont rester sur le chemin qu'elles ont adopté actuellement là, que eux, les Nations Unies là, eux vont continuer à soutenir la Côte d'Ivoire. Et surtout, quand la Côte d'Ivoire va s'ajouter à eux pour combattre le terrorisme là, que eux vont pas hésiter à aider le président Ouattara.
Bon, quand vous avez fini d'écouter ça, là, c'est qui a été félicité? Alassane Ouattara. On l'a félicité pourquoi? On dit il a maintenu son pays dans la paix. Deuxième chose, il a créé les conditions du développement. Troisième chose, on dit c'est qu'il a fait conditions de développement là. On voit eux qui sont étrangers là, eux voient l'importance aujourd'hui sur la population. Quatrième chose, que dans la lutte contre le terrorisme là, il est important, mais il doit encore être plus important pour les aider. Voilà les 4 éléments fondamentaux que le secrétaire général de l'ONU a discuté. Et il dit qu'il soutient la voie que Alassane Ouattara a adoptée de continuer à persister dans la voie de faire des élections. Que élections là? Vous avez vu, il n'a pas dit, les opposants avaient dit qu'il ne veut pas aller aux élections. L'ONU dit on va aller aux élections. L'ONU dit aux élections, ça l'on va faire. Il dit le Ghana, le Sénégal et puis le Libéria ont fait élection. Que donc si vous les opposants, vous pensez qu'on ne va pas faire élection là, que vous avez tiré dans l'eau, que élection ça là on va faire, que de vous dire ça. Mais que ça là, élection là, ça va se faire dans la paix. Quand vous êtes les ennemis de la paix là, qui vous attendent au tournant. Mais on n'a qu'à laisser tout ça là même. Pourquoi quand ils sont venus là? Pourquoi quand M. Simon est venu là-haut? Pourquoi c'est Alassane Ouattara il allait rencontrer en premier d'abord? Et ça là, vous allez comprendre quelque chose ici. Il allait rencontrer Alassane Ouattara parce que contrairement à ce que Laurent Gbagbo et puis ses partisans veulent faire croire que c'est à cause de eux que le représentant de l'ONU est venu, je vous ai déjà démontré que c'est faux. Mais je vais encore vous donner plusieurs arguments. 1. La première chose qu'il faut retenir là, c'est que on dit Organisation des Nations Unies. On n'a pas dit Organisation des Individus Unis. On dit Organisation des Nations Unies. Avant, on appelait ça la SDN, la Société des Nations. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont changé le nom, c'est devenu maintenant ONU. ONU, là, ça veut dire Association de tous les pays qui se sont mis ensemble. On n'a pas dit Association de quelqu'un et puis quelqu'un et puis on va coller. Non, non, non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU, là, ne traite jamais avec les individus. L'ONU ne traite jamais avec un individu. Ah non, moi j'ai un problème là, je m'appelle Gbagbo, donc il faut que vous traitez mon problème. Et si l'ONU veut traiter tous les problèmes individuellement là, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui aura son problème traité. Donc l'ONU dit de dire à Laurent Gbagbo que eux là, en tant qu'organisation des Nations Unies là, eux ne sont pas là pour régler les problèmes des individus. Mais par contre, quand des individus ont des problèmes, eux, on peut les toucher et eux, ils touchent les dirigeants de ces pays-là. Exemple, au Népal. Exemple, il y a un autre pays encore où il y a les Rohingyas. On veut leur arracher leur nationalité. L'ONU intervient pour dire non, vous ne pouvez pas déposséder une partie de votre population de sa nationalité. Mais l'ONU ne peut pas intervenir pour une seule personne. L'ONU n'a jamais fait ça. Maintenant, si vous dites que ce que je dis est faux là, donnez-moi le cas d'une seule personne qui a pris son cas pour aller devant l'ONU et puis l'ONU a produit une seule résolution ou même une seule décision. Ça n'existe pas dans les fichiers. Et c'est pourquoi l'ONU est venue directement vers le président Alassane Ouattara parce que l'ONU ne négocie qu'avec les pays, les institutions et ceux qui incarnent ces institutions en question. Maintenant, je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Parce que quand on parle, il faut parler sous la lumière des preuves. Vous vous souvenez, en mars 2011, pour être plus précis, le 30 mars 2011, l'ONU a produit un document. Ce document-là s'appelle la résolution 1975 du 30 mars 2011. Dans ce document-là, le 30 mars 2011, là, Ouattara n'avait pas pris le pouvoir. Gbagbo disait que c'est lui qui a gagné. Ouattara disait que c'est lui qui a gagné. Comment l'ONU a fait pour pouvoir prendre cette résolution? Vous allez me demander. Alors qu'on ne savait pas qui était président. Alors là, écoutez, le 4e paragraphe de la résolution. Le secrétariat général demande instamment à toutes les institutions d'État ivoiriennes, notamment les forces de défense et de sécurité, appelées FD-CI, de se soumettre à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée au président Alassane Ouattara et condamne les attaques, les menaces, les obstructions,
et de violences perpétrées par les FDS, les milices et les mercenaires contre le personnel des Nations Unies, qu'ils empêchent de protéger les civils, de constater les exactions et les violations des droits de l'homme et d'aider à mener des enquêtes à ce sujet. Souligne que les personnes responsables de ces crimes, au regard du droit international, doivent répondre de leurs actes et engage toutes les parties, en particulier les partisans et les forces de M. Gbagbo, à coopérer pleinement avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, et à cesser d'entraver les activités que l'ONUCI mène en exécution de son mandat. En français simple, ça veut dire quoi? Puisque Gbagbo n'avait pas gagné, Alassane dit que lui a gagné, mais il ne pouvait pas exercer son pouvoir. L'ONU dit, je m'en fous de vous deux. Je me base maintenant sur les institutions. Et la première institution, il dit d'abord, je demande instamment à toutes les institutions. Ça veut dire toutes les institutions. Ça veut dire les différents secteurs où les populations ont voté, où ont mis leur confiance en quelqu'un pour être là. Il dit, voilà, c'est sur vous maintenant, je me base. Et en particulier, parmi ces institutions-là, je prends les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont qu'à accepter l'autorité d'Alassane Ouattara qui a été élu par le peuple ivoirien. Et que dans le même temps, les attaques armées, les menaces contre les populations, le fait que Laurent Gbagbo et son groupe sont dans la violence, ils ont recruté des miliciens, des mercenaires, et ils sont en train de s'opposer aux populations. Ils sont en train de s'opposer aux Nations Unies. Et ils sont en train d'empêcher que les civils soient protégés. Ils sont en train d'empêcher qu'on fasse les enquêtes sur les meurtres et les crimes qu'ils ont commis, avec les atteintes aux droits humains qu'ils ont commis. Et le fait qu'ils sont en train d'être une menace pour la paix, qu'ils n'ont qu'à savoir que les personnes responsables de ces crimes au regard du droit international doivent répondre de leurs actes et engagent toutes les parties. Qu'on va les envoyer devant la CPI. Ce que je dis là, c'est très important. C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas envoyé Gbagbo à la CPI. C'est le comportement de Gbagbo qui l'a envoyé à la CPI. Et dès le 30 mars 2011, le secrétaire général de l'ONU annonçait ça dans la résolution 1975 du 30 mars 2011. Que tout ce qu'on vient de citer là, que Gbagbo là, il n'y a pas une autre place pour lui si ce n'est pas la CPI. Qui n'a qu'à s'apprêter pour ça? Et qu'il dit encore en particulier aux partisans de M. Gbagbo, ainsi qu'à lui-même, de coopérer pleinement avec les Nations Unies et à cesser d'entraver les activités que l'ONUCI mène en exécution de son mandat. Que l'ONUCI qui est là, que ce n'est pas eux-mêmes qui se sont mis là pour travailler. C'est quand Laurent Gbagbo est parti à Marcoussis qu'ils ont décidé de tout ça. Et qu'eux sont venus là. Ce n'est pas eux qui ont mis leur bouche dans notre affaire. Eux sont venus pour protéger, pour la paix. Mais Laurent Gbagbo est en train d'être un ennemi de la paix. Bon, quand on a lu cette résolution-là, est-ce que vous les avez entendus dire? Ils savent bien que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Mais ils disent, comme il y a doute entre vous-même les Ivoiriens là, nous on ne peut pas nous mettre dans votre affaire directement. On va se baser sur les institutions et puis on va vous dire ce que chacun de vous doit faire. Donc ça veut dire quoi? Pour tous ceux qui m'ont suivi, ça veut simplement dire que l'ONU n'a pas négocié avec Alassane Ouattara. L'ONU n'a pas négocié avec Gbagbo. L'ONU a négocié avec les institutions. Donc si l'ONU a fait ça hier, et l'ONU n'a pas fait ça avant-hier, et l'ONU ne va pas faire ça demain, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire ça pour Gbagbo. Et puis lui-même Gbagbo là-haut, les gens même de l'ONU disent, oh, avant même que tu vas prendre aujourd'hui, l'ONU est devenu ton camarade là-haut. Que toi-même Gbagbo là, que toi-même là, ta carte d'identité à l'ONU là, est-ce que tu sais c'est quoi on a écrit dessus? Il dit, les informations que l'ONU a sur toi là, est-ce que tu connais? Il dit, toi, Laurent Gbagbo, là, tu vas envoyer Katina, là. Même si tu veux, faut envoyer même Belzébuth avec Korn, tout ça, là. Que, mais les informations que nous, on a ici, là, c'est pas bon pour vous, hein. Il dit de dire ça. Que les informations que nous, on a sur vous, par rapport à toutes les mauvaises choses que vous aviez fait avant, là, ça se trouve dans l'annexe 1. Dans le thème sanctions ciblées. Dans la même résolution. Que c'est ça, c'est cette image-là que l'ONU a de vous, toi Laurent Gbagbo et ta bande, que l'ONU vous voit comme des ennemis de la paix. L'ONU vous voit comme des individus qui sont dangereux pour la paix. Et il dit, il y a 5 personnes qu'ils ont pris
dans la résolution 1975 là. Et jusqu'à aujourd'hui là, il dit qu'ils ont ces papiers là. Donc quand Katina est venu là, c'est ces papiers là, ils ont pris pour dire on a affaire à qui? On dit ah, vous vous souvenez de la résolution 1975, le 30 mars 2011, les gens disent ils disent ouvrez. Quand vous allez ouvrir là, regardez l'annexe 1, page sanctions ciblées là. C'est les mêmes gens là encore qui viennent. Ils veulent revenir reprendre la guerre en Côte d'Ivoire. Et quand on ouvre le document, qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire l'information, l'idée arrêtée que l'ONU a su Gbagbo et puis son groupe là. Ils ont mis 1 comme classement là. 1. Laurent Gbagbo. Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, Côte d'Ivoire. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Obstruction au processus de paix et de réconciliation. Rejet des résultats de l'élection. Que Laurent Gbagbo là, c'est quelqu'un, chaque fois qu'il y a élection, là, il rejette les résultats. C'est l'information la plus courante qu'eux, ils ont sur lui actuellement. Mais c'est quelqu'un là, c'est un ennemi de la paix. Il s'oppose toujours à tout processus de paix et il n'aime pas la réconciliation. Voilà l'information la plus courante qui est sur Laurent Gbagbo dans les instances de l'ONU en ce 21 avril 2011. Je mets quiconque au monde de venir dire que c'est faux. Je le répète, je mets quiconque au monde de venir dire que c'est faux. Après, on dit mais qui est deuxième? On dit deuxième là c'est Aglagla, Simone Gbagbo là c'est elle. On dit ah bon? On dit qu'elle est née le 20 juin 1949 à Mossou, à Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire. Mais on dit elle a fait quoi encore? Et quelles sont les informations que vous avez sur elle? C'est là l'information qui ressort. Président du groupe parlementaire FPI. Obstruction au processus de paix et de réconciliation. Incitation publique à la haine et à la violence. Que celle-là que vous voyez là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime la violence plus que elle. Simone là. Qu'il n'y a pas une femme qui a un sale cœur et un mauvais comportement comme elle. Qu'elle est haineuse. Elle a la haine et puis elle est violente. Elle aime la violence. Elle aime qu'on viole les femmes. Elle aime tout ce qui est méchant et mauvais. Et c'est une femme. Elle est un ennemi patenté de la paix. Elle n'aime pas le processus de la paix et elle n'aime pas voir les gens être d'accord à se réconcilier. Je dis, tiens, c'est que l'ONU là aussi c'est fort. J'ai dit, bon, on n'a qu'à laisser les deux là. Mais après encore, il y a qui? Ils disent, il y a Désiré Tabro. J'ai dit, mais lui, il s'est pris une chaude dans la gueule et il a trépassé. Et oui, mais que eux là, que eux ils sont un monde. Que eux là, eux sont un monde, c'est qu'eux ils écrivent là. Pour que tu puisses changer là, il faut que tu fasses patte blanche. Mais que c'est les mêmes informations, que ce soit vivant ou cadavre là, qu'ils ont ces mêmes informations là. C'est là que j'ai dit, mais pour Désiré Tabro là-haut, il y a quoi donc? Il dit, bon, tu dis qu'il est mort, non? J'ai dit oui. Que mais son passeport qu'il avait là, c'était le passeport PD-AE 065FH08. Il est né le 27 janvier 1959 à Issia, c'est en Côte d'Ivoire. Et il se disait secrétaire général soi-disant au cabinet spécial de Laurent Gbagbo. C'est là que j'ai dit, mais pourquoi vous avez ajouté soi-disant là-dessus? Il dit, ah, parce que il a participé à un gouvernement illégitime de M. Gbagbo. C'est l'ONU qui dit que votre gouvernement que vous avez créé là, que c'est un gouvernement illégitime. Et c'est pourquoi eux ils ont dit que Désiré Tabro était soi-disant secrétaire général au cabinet présidentiel de M. Gbagbo dans un gouvernement illégitime. Non seulement tout ce qu'on vient de vous dire, mais vous êtes des gens qui sont toujours ancrés dans l'illégitimité. Obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l'élection présidentielle, implication dans la répression violente des mouvements populaires. Et que c'est pas ça seulement. En plus de ça, là, ils ont donné des armes aux gens pour créer les conditions des meurtres des populations en Côte d'Ivoire. Ils se sont opposés à la paix. Ils ont rejeté tout processus des élections. Et encore, ils ont pris les moyens de l'État pour violenter la population et massacrer la population ivoirienne à grande échelle. Il dit, ah, c'est que vraiment, c'est que lui-même là, c'est que la balle qui s'est prise dans la gueule, c'est que c'est très bien fait. C'est là, je dis, est-ce que c'est fini? Il dit, éclaireurs, si tu ne sais pas compter là, faut pas t'amuser avec nous. On t'a dit 5. On a déjà parlé de 3. Attends, on va te donner l'autre. C'est là, je dis, mais l'autre là, c'est qui? Ils disent, Pascal Afingessan. Je dis, ah, je dis, lui, il est vivant. Hein. Ils disent, oui. Que le numéro de son passeport même là, c'est PD-AE 09DD 00013. Pour ne pas qu'il se trompe. Que c'est de lui-même on parle.
Actuellement, elle est en train de se promener pour s'aimer la zizanie. C'est là que j'ai dit oui, même la semaine passée, il y a quelqu'un même qui lui a dit ça à l'aéroport de Roissy. Que quand il va faire la connerie, il va se maquiller pour venir se cacher en France. Il est né à Boisdry-Cros. En ce moment, il était le président du Front populaire ivoirien. Ben, j'ai dit, lui, il a fait quoi? Obstruction au processus de paix et de réconciliation. Incitation à la haine et à la violence. On dit c'est le même comportement. Ça veut dire, partout où il y a la paix là, lui, il n'aime pas ça. Partout où il voit les Ivoiriens sont en train de se parler pour s'entendre là, lui, il n'aime pas ça. Il faut que les Ivoiriens prennent des gourdins, des bois, des calaches, et puis ils n'ont qu'à commencer à se massacrer. C'est là, lui, il est content. Incitation à la haine. On dit, sa bouche là, il n'y a pas quelqu'un qui parle mal, et puis haine là, ça sort de sa bouche comme ça, comme crachat. Et il est violent dans la parole. Il est même très mal élevé même quand il parle. Quand il parle là, tu vas penser que c'est lui qui donne des ordres à Dieu. Ils disent là, toutes les informations qu'on vient de te donner là, c'est ça, c'est cette idée arrêtée qu'on a sur ce groupe là. J'ai dit, mais et le dernier? Ils disent le dernier là, c'est Alcide Djedje. J'ai dit, le monsieur qui fait semblant d'être doux, et puis qui parle pas beaucoup là, ils disent, il faut laisser. Depuis le jour où ce monsieur est né, le 20 octobre 1956, lui là, c'est lui-même qui est le promoteur de la haine même. Il est né à Abidjan. Et il se dit conseiller, proche conseiller de Laurent Gbagbo. Ils disent qu'il a participé au gouvernement illégitime de M. Gbagbo. Et que non seulement il a fait ça, mais il s'opposait à tout processus de paix et de réconciliation. Et il ne se gênait pas à donner les moyens pour que la haine des jeunes patriotes, des GPP et autres là, ils puissent aller massacrer, violenter, violer les gens et faire n'importe quel crime. Il dit donc, quand ils ont fini de me dire tout ça là, il dit donc quand les gens viennent à l'ONU là et puis ils veulent parler là, que eux ils ont déjà tout ça sur eux. Et que c'est l'idée arrêtée que eux ils ont sur Laurent Gbagbo. Et ils savent que ce sont des ennemis de la paix. Et donc, c'est là que ça a arrêté maintenant. Quand M. Simao a fini avec le président de la République, ce même 17, ça veut dire le même jour, 17 avril 2025, il allait où? Il allait toucher une autre institution de l'État. Il allait toucher une autre institution de l'État. Il dit, je m'en vais à la CEI. Il dit, mais moi, je ne suis pas ivoirien. Je ne connais pas la route. C'est là, moi, je lui ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Ils ont deux numéros. Il faut taper plus 225, 22, 52, 86, 10. Si ça ne passe pas là, il faut faire 27, 22, 52, 89, 89. Un va prendre. Effectivement, il a essayé, il y a un qui a pris. Ça a sonné. C'est là maintenant, il dit, allô? Mais Djamo Yonado Senosimo, Koulibaly dit, je n'ai rien compris. Il dit, moi je comprends pas espagnol, je comprends pas portugais. Il dit, moi je comprends français. Il dit, je parle un peu français. Je suis Leonardo Santos Simao. Ah, c'est là maintenant Koulibaly qui lui a dit, c'est pas toi qu'on a envoyé pour venir nous contrôler là. Il dit, vous n'êtes pas loin. Pour venir au siège là, faut prendre n'importe quel taxi. Non, c'est là le monsieur lui dit, quand même, je suis le représentant des Nations Unies. Je ne me déplace pas en taxi. Je dois être protégé. Il dit, dans ton cortège là, venez à Cocody 2 Plateaux. Quand vous arrivez à Cocody 2 Plateaux là, vous allez me voir. Si vous demandez là, partout là, on va vous montrer, c'est pas caché. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. C'est comme ça qu'il est arrivé au siège de la CEI. Quand il est arrivé là-bas, là, il dit maintenant que lui voudrait causer avec M. Koulibaly Kibier pour qu'on lui donne les renseignements. C'est là M. Koulibaly Kibier lui dit qu'il n'y a pas de problème. Vous allez me permettre de laisser les liens dans le direct. Parce que tout ce que j'ai dit, si vous n'entendez pas le vocal, vous souffrirez que je puisse vous donner le lien. Et donc, je vais progressivement mettre les liens au bas de la vidéo pour que ceux que ça intéresse, vous puissiez voir. Donc, ça fait une fois, ça fait deux fois, ça fait trois fois. C'est là maintenant M. Koulibaly qui bien lui dit, il n'y a pas de problème, je vous écoute. M. Simao dit, la causerie ne sera pas longue.
C'est toi qui es le président de la CEI. Koulibaly Kibia dit oui, que c'est lui. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ton organisation là, ça fonctionne comment? Comment vous travaillez? Koulibaly Kibia lui dit que nous travaillons dans la transparence la plus absolue, avec toutes les parties prenantes, et qu'il n'y a aucune règle du jeu qui a été décidée sans que les partis politiques n'aient mis leur signature. Il dit, ah bon? Il dit, ah oui, on ne prend aucune décision, quel que soit ce que vous entendez là. C'est quand eux-mêmes ils s'entendent que nous on vient maintenant pour valider. Il dit, nous sommes là pour imposer quoi que ce soit à quiconque. Et il dit, mais mieux, il dit mieux, avant que toi Simon tu ne viennes là, parce que si moi je parle de moi-même, je peux te tromper. Il dit donc là, avant que toi tu ne viennes là, 1 ou 2 jours avant là, moi j'ai fait réunion avec toutes les couches de la société ivoirienne, que ce soit chefs traditionnels, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les religieux, que ce soit toutes les couches de la population. Il dit chez nous en Côte d'Ivoire là, on ne fonctionne pas comme en Europe. On ne fonctionne pas comme dans les pays normaux. Les gens sont toujours collés sur leur tribu, sur leur ethnie, ou bien ils sont collés dans leur religion. On ne dit pas collés dans, on dit collés sur, mais on se comprend entre nous. Il dit donc comme dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, ce qui intéresse les gens c'est leur ethnie, ou bien c'est leur religion. Ils sont toujours attachés à leur religion et à leur communauté. Avant que toi, M. Simao, n'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai touché toutes les communautés, les rois et les religieux, pour venir leur expliquer aussi notre part. Parce que ceux qui critiquent la CEI, beaucoup sont eux-mêmes dans la CEI, mais ils n'apportent jamais de solution. Mais c'est eux qui trouvent toujours des problèmes. Comme si ils étaient des saints. Il dit, comme je sais que toi, tu ne pourras pas aller dans toutes les villes. Tu ne pourras pas rencontrer tous les chefs religieux et les chefs traditionnels. Par anticipation, j'ai fait ce travail-là pour permettre de te faciliter la tâche. Pour permettre à ce que tu puisses toi-même avoir les idées. Voilà toutes les vidéos qui sont là. Et je vais commencer par le chef des musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je voudrais dire des choses. La première, c'est en regardant souvent comment nous fonctionnons quelquefois. Comment on peut dire qu'on va mettre en place une commission électorale indépendante et imposer que les représentants des partis politiques soient membres de cette commission. Alors que un parti politique est par essence et par excellence partisan. Il dit les musulmans disent que ceux qui sont en train de crier qu'il y a problème dans ce pays-là, que mais voilà 2 équipes qui doivent jouer ballon. Et puis l'arbitre, lui, ça juste une équipe. Il dit, mais c'est Laurent Gbagbo là. Sinon avant là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Mais celui aujourd'hui qui est un ennemi de l'appel Laurent Gbagbo qui est en train de crier là, c'est lui justement qui a amené ce mélange là dans le pays. C'est lui qui s'est levé qu'il faut que les partis politiques fassent partie. Maintenant que les partis politiques sont dedans, chaque jour il a des nouvelles exigences. Il dit, est-ce que ça là c'est sérieux? Comment on peut faire ça dans un pays? Je voudrais interpeller la conscience des Ivoiriens. Comment on peut faire ça? C'est une question que je pose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, ceux qui font ça, ce sont les politiciens. Il dit ceux qui posent les problèmes en Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens. Là.
Et ces mauvais politiciens comme les Laurent Gbagbo, les Tidjane Thiam et les opposants d'aujourd'hui, là, ils se comportent comme si c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur les Ivoiriens. Il y en a qui pensent que quand on est politicien, quand on a créé un parti politique, qu'on s'est donné un titre foncier sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les politiciens seulement. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous. On s'est empêtré dans un péché originel. Commission indépendante, commission électorale indépendante, composée aussi des représentants des partis politiques qui ne peuvent être que partisans. Comment vous pouvez faire? Il dit comment des gens savent que eux-mêmes ils sont des problèmes, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte que c'est eux le problème, mais c'est le peuple qui doit toujours assumer les conséquences de leurs mauvaises actions. Il dit depuis quand on peut parler d'une commission électorale indépendante, dans le nord, dans la bouche, mais ceux qui sont dedans là, ils sont les supporters de leur parti politique. Et quand on veut que dans ce pays il y ait la paix. Et chaque fois on fait semblant. Mais ça devrait être comme ça, c'était ça au Ghana là. Donc, moi je te pose la question, toi M. Simao, est-ce que ça là, c'est comme ça on doit faire les choses? M. Simao dit, j'ai compris. Faire ça. Et fonctionner normalement. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président. Moi, je suis un ancien de la CI. C'est là maintenant, le monsieur lui a dit, ça là c'est bon. J'ai compris déjà un grand problème dans votre commission électorale indépendante. Il dit, j'ai bien compris. C'est ça, c'est un problème qui est très grave. Et donc, ça fait que quand les politiciens ne sont pas contents, c'est eux qui sont là pour prendre la Côte d'Ivoire comme leur propriété et puis menacer les gens. Il dit ça, c'est ce que les musulmans disent. Il dit, mais est-ce que tu as encore une autre preuve? Il dit, oui. Koulibaly Kibia dit, j'ai encore un haut représentant de l'église catholique, M. Abékan. L'abbé Abékan. C'est notre rencontre, Monsieur le Président, par Dieu. Salut Allah. Nous lui avons confié notre rencontre. Et je lui dis merci pour cette belle occasion qu'il nous donne. C'est vrai, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays laïque. Mais dans ce pays vivent des hommes, des femmes qui ont leur religion. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. La réunion d'information, d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses, je viens d'apprendre beaucoup de choses. J'ai rencontré votre collaboratrice, Madame la vice-présidente, Madame Porquet, qui m'a parlé. Et aujourd'hui, vous êtes parti encore plus loin. Je disais au ministre Bab Congo lors des destructions, des démolitions, et certaines choses, et nous nous sommes rencontrés, il a souhaité me voir, et dans nos échanges, mais j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et alors je dis, Monsieur le ministre, vous voyez, il y a un déficit de communication. Un déficit d'information, ce qui fait que chacun va dans sa direction, on dit beaucoup de choses. Alors que si nous savions avant certaines choses, par exemple ce matin vous m'avez confié beaucoup de choses, et je vois la vérité aussi. Il y a des choses à rectifier, mais je vois la vérité. Ce matin, c'est ce que vous avez fait. Et avec vous, j'ai appris encore beaucoup de choses sur la Constitution, par exemple la CEI. Je ne le savais pas. Et en parlant, vous avez parlé d'instituer un cadre permanent d'échange. Peut-être que vous allez nous en parler. Moi, je dis, mais c'est formidable, c'est ce qu'il faut. Dans notre pays, il faut ce dialogue. Et en dialoguant, on peut trouver un chemin. Vous nous avez rassemblés, nous tous ici. Moi, j'apprends beaucoup de bonnes choses. Et dans ce que vous avez dit, vous avez mis beaucoup d'argent sur le budget, là, sur la communication, sur l'échange. Monsieur le Président, c'est ça qu'il nous faut. Ça va nous permettre de ne pas nous tromper et dire certaines choses qui sont fausses. Maintenant, sur la Constitution de la CEI, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous félicite pour cette... C'est là, il dit, tu as vu, Monsieur Abékan dit que eux, en tant que chrétiens, là, que eux, ils ont combattu le gouvernement, ils ont combattu la CEI. Parce que ce sont les opposants qui ont été les premiers à aller leur donner n'importe quoi comme information.
Mais le jour où Koulibaly Kibia s'est assis avec eux, et puis il a parlé, et puis il a répondu à leurs questions là. Mais que voilà, aujourd'hui, eux ils découvrent des choses qu'eux n'auraient même pas dû dire. Mais ils ont engagé la dignité de leur communauté à dire des choses qui n'étaient même pas vérifiées à la lumière de la vérité. Et que le gouvernement du président Ouattara là, s'il y a quelque chose qu'ils doivent faire là, tout ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à expliquer ça simplement aux gens. Parce que le fait de se taire là, que ça fait que les gens disent n'importe quoi, que bon, aujourd'hui là, un jour, quand ils étaient en train de casser les quartiers précaires là, que un jour, M. Bakongo, lui, l'a appelé, ils se sont assis. Quand M. Bakongo a expliqué que ce que tu vois là, voilà les manigances, voilà ce qu'ils sont en train de faire, et voilà toute la vérité qui est là. Que mais c'est exactement la même chose que Koulibaly Kibia vient de faire aujourd'hui. Que mais si on ne les informe pas, le gouvernement même fait des choses, il n'informe personne. Mais ceux qui parlent beaucoup là, c'est ça les gens vont suivre. Et que c'est ça qui les avait mis tous dans l'erreur. Mais qu'aujourd'hui là, quand ils se sont rencontrés avec Koulibaly Kibia là, mais eux ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont vu ce qui est vrai et ils ont vu ce qui n'est pas vrai. Il dit donc voilà la réalité qui est en face de chacun. Et c'est ça la triste réalité en Côte d'Ivoire. Et donc, M. Simao a eu l'occasion d'être confronté à toutes ces réalités et de voir la réalité de lui-même et d'entendre et de voir ce qui est vrai. Mais mieux, après donc les représentants des religions, M. Koulibaly Kibia a dit, j'ai aussi invité le directoire de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ça veut dire, tous les rois qui sont dans les villages là, avec les chefs traditionnels là, on les a tous invités. On leur a expliqué ce que vous avez entendu des opposants là, et ce que nous vous disons là. Vous-même décidez et puis dites-nous ce que vous voyez. Il dit quand on a fini là, le président des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, il s'appelle Nana Désiré Tanoé. Voici ce que lui disait. Quand ils ont fini la rencontre là, voici ce que lui il a dit. Et ici, ceux qui veulent vérifier, vous pouvez aller sur Kwasi et vous allez retrouver là-bas les mêmes propos. À l'issue de la séance de travail, Nana Tanoé s'est dit satisfait. Nous avons fini par comprendre que certes, c'est la commission électorale qui organise les élections, mais ce n'est pas elle qui participe au vote. Il dit, ah, les opposants qui sont venus là disent que c'est toi, Koulibaly Kibia, qui organise les élections et que c'est toi qui fais gagner les gens. Voilà comment ils ont expliqué ça dans les villages là-bas. Mais quand on est venu aujourd'hui, que tu nous as expliqué, c'est aujourd'hui là, nous on a compris que la CEI là, déjà c'est elle qui organise l'élection, mais elle participe même pas au vote. C'est aujourd'hui là, nous on a compris ça. Dans ces conditions, il nous suffit de nous rassurer que l'organisation est bien conduite et que la commission a bien fait son travail. Il dit donc en réalité là, ce que nous devrons savoir et ce que nous avons su aujourd'hui, c'est de voir est-ce que M. Koulibaly Kibia et la CEI ne sont pas en train de violer les règles de la Côte d'Ivoire ou bien les règles des élections. On doit s'assurer que vous n'êtes pas en train de violer les règles et que le travail est bien fait. Ça, avec la rencontre d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a compris. Il dit donc, c'est pour cela que nous avons été heureux d'entendre que la commission électorale ne s'est jamais opposée à l'audit. Les mêmes opposants sont allés dans les villages. Ils ont dit que vous, la CEI, vous vous êtes opposés aux audits. Mais nous, on est venu aujourd'hui. Vous avez dit que vous ne vous êtes pas opposés aux audits. Elle a dit, pour le faire, il faut que les conditions préalables soient bien établies afin qu'il n'y ait pas d'équivoque par la suite. Et que ce que la CEI a demandé, c'est que pour faire les audits là, il faut réunir un certain nombre de conditions. Est-ce que ces conditions-là sont réunies? Est-ce que les opposants, ils ont un droit de vie, de veto pour dire, comme nous on a demandé un audit, mais est-ce qu'ils sont les seuls en Côte d'Ivoire? Il y a le parti aussi au pouvoir qui est là. Il y a la CEI qui doit organiser ces audits-là. Mais est-ce que parce qu'eux, ils ont demandé, donc on doit sauter sur ça? Comme si c'est eux qui devraient donner des ordres à la République. Est-ce que ce n'est pas mieux, on va s'asseoir pour décider comment on va faire ces audits-là pour éviter les problèmes? Ils disent qu'ils ne vont pas s'asseoir pour discuter, pour trouver des mécanismes, mais qu'eux vont continuer à salir la CEI. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est là maintenant, M. Simao dit, j'ai bien compris. Et après, il allait rencontrer Gbagbo. Il allait rencontrer Gbagbo le 18 avril 2024.
Et lorsqu'il a rencontré Gbagbo, si vous partez sur Kwasi, vous allez retrouver les mêmes choses là-bas. Laurent Gbagbo n'a rien demandé d'autre. Il dit au secrétaire et aux représentants de l'ONU de plaider pour lui pour que lui n'a qu'à être sur la liste électorale, avec tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Alors que nous, on s'attendait à ce que Gbagbo dise, comme je vous ai envoyé Katina là, et que vous êtes venu répondre à ma réponse là, maintenant vous dites quoi? Vous êtes parti voir Alassane Ouattara là, il dit il met mon nom ou même met pas mon nom. C'est ça que Gbagbo devrait demander aux représentants de l'ONU. Je vous ai envoyé des gens. Vous êtes venus à cause de mon cas là. Est-ce qu'ils ont mis mon nom et mon papa? Est-ce qu'ils vont mettre ou vont pas mettre? Non. Monsieur se morfond comme un ver de terre pour dire je souhaite que vous plaidiez pour qu'on ajoute mon nom, etc., etc., avec le nom de tous les autres. On n'a qu'à violer la loi parce que moi je m'appelle Laurent Gbagbo et quand c'est comme ça, je vais être bien à l'aise et puis maintenant, tout le monde va pouvoir être heureux parce que c'est quand moi je suis heureux là, que tout le monde est heureux. Et vous allez me permettre de chercher la partie de Laurent Gbagbo pour vous lire en direct pour ne pas que des gens viennent encore pour essayer de tromper les gens. Et donc vous comprendrez aisément que Laurent Gbagbo est dans la tromperie du peuple. Laurent Gbagbo, comme j'aime à le dire, est dans l'esbrouffe la plus abjecte. Laurent Gbagbo est dans l'escroquerie morale des plus bas étages. Et Laurent Gbagbo est simplement dans la fanfaronnade en voulant tromper les Ivoiriens. Et si vous partez sur Kwasi, vous allez voir l'article là-bas où il est écrit « Gbagbo plaide pour des élections inclusives lors d'une rencontre avec le représentant de l'ONU ». L'entretien entre les deux hommes a permis d'aborder les enjeux cruciaux du processus électoral ivoirien. Laurent Gbagbo a insisté sur la nécessité de garantir des élections justes, transparentes et ouvertes à tous les acteurs politiques, y compris ceux actuellement exclus du processus. Pour lui, l'heure est à l'apaisement, à la reconstruction de la confiance entre les institutions et les citoyens et à la fin des pratiques d'exclusion qui fragilisent la démocratie. Laurent Gbagbo n'a pas dit « J'envoyais Katina » que vous n'avez quand même mon nom sur la liste. Vous êtes parti demander au Moussi Draman là. Il va mettre moi mon nom, le vrai fils de la Côte d'Ivoire ne va pas mettre mon nom. Laurent Gbagbo n'a pas eu les couilles pour dire ça. Mais comme un ver de terre, il dit, ah, bon, où ça arrivé là, nous on veut qu'il y ait des élections, hein. Nous on veut qu'il y ait des élections, hein. Nous on n'a pas de problème avec quelqu'un, hein. Tous les gens qui sont en prison, qui ont violé les petites filles, là. Tous les gens qui sont en prison, qui ont coupé les têtes, qui ont fait les braquages, là. Ah, pour nous, là, on n'a qu'à mettre tous les noms sur la liste électorale. On n'a qu'à violer la loi. Parce que comme moi, je ne suis pas content là, on doit violer la loi. Et quand on va violer la loi, et puis moi, je suis sur la liste électorale là, c'est là maintenant qu'on va parler d'inclusivité, de transparence et puis d'ouverture aux acteurs politiques. Alors qu'en amont, l'ONU vous a dit que pour elle, là, pour aller à une élection, elle a deux critères. La paix et le fait que la population vote. Laurent Gbagbo dit que non, que pour lui là, pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait, selon lui, la démocratie là, faut qu'on mette tous les bandits, les brigands dans la CEI. Et maintenant, lui, on n'a qu'à mettre son nom. Même si lui viole les règles, lui, il s'en fout de la justice. Quand on va mettre lui son nom là, c'est ça qui est inclusivité. Là, quand c'est fini comme ça maintenant là, lui, il est content. Et le monsieur lui a donné la réponse. De son côté, Leonardo Santos Simao s'est dit attentif aux préoccupations exprimées par l'ancien président. Il a souligné l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire vers un scrutin crédible et apaisé. Il dit, ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais les Nations Unies n'accompagnent jamais les gens dans une élection tant qu'ils ne sont pas sûrs de la crédibilité et du fait que ça se passe dans la paix. Mais une élection où on va prendre des brigands, des bandits pour les mettre dedans là, est-ce que c'est une élection crédible? Ils sont dans le langage diplomatique. Eux ne disent pas les choses fa comme ça. Ils disent crédible là, ça veut dire quelque chose à laquelle on peut faire confiance. Si la Côte d'Ivoire même se donne le droit de prendre des bandits comme Laurent Gbagbo, des vauriens, des repris de justice, pour les incruster parce que ces gens sont criés plus que le reste des Ivoiriens, et demain ces bandits sont élus, ne nous étonnons pas. Si la Côte d'Ivoire se décrédibilise elle-même, en ne faisant pas des élections crédibles,
Mais c'est totalement normal. Si vous prenez des gens qui n'ont pas de crédibilité comme Laurent Gbagbo, c'est totalement normal que l'élection ne va pas finir dans la paix. Et donc, c'est comme ça que le monsieur l'a répondu. Le diplomate a rappelé l'importance du respect des droits de l'homme. Le diplomate lui a dit, droit de l'homme là, on n'a pas dit droit de Gbagbo. Que droit de l'homme là, il y a pour Gbagbo de puis il y a pour les autres dedans. Laurent Gbagbo là, quand tu as volé, quand les crimes que tu as commis auparavant là, c'est les droits des autres que tu as violés. Donc là, si tu as oublié qui tu es, et tu veux faire semblant comme si tu fais comme on ne te connaît pas là, on te connaît. On a déjà dit, les rapports qu'on a de l'ONU sur toi là, tu es très mal vu là-bas. Tu ne respectes pas le droit des autres. C'est toi qui es là, tu te promènes dans le pays pour s'aimer la violence, le chaos. À chaque élection, tu t'opposes au processus de paix. Il dit là, il faut apprendre à respecter les droits de l'homme et du dialogue politique. Il faut apprendre à respecter les institutions du pays où tu vis, la Côte d'Ivoire là. Des dialogues politiques que vous avez fait là. Les dialogues politiques là disent quoi? Disent de faire quoi? Il faut apprendre à respecter les instruments de ton propre pays. Puisque nous, l'ONU là, non, on ne peut pas venir parler pour quelqu'un. Dans un climat où les tensions entre l'opposition et le pouvoir semblent plus que vives à jamais. Et donc, c'est ce que le monsieur lui a dit. Et après, maintenant, ils sont allés rencontrer le reste là-bas, les CAP, les PDC et autres. Et je tiens à signaler ici une chose qui est importante. Le CAP que vous voyez là, le nouveau groupement politique qu'ils ont créé là, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire. En 2020, ils avaient créé CNT, non? Bon, comme ils savent que s'ils font CNT là, tout le monde va savoir là. Le nouveau CNT là, c'est ça qui est CAP là. Parce que s'ils disent CNT 2025, on va voir. Donc là, en réalité là, le nouveau groupe qu'ils ont créé là, même ce CNT là, c'est ça qui est là comme ça. C'est ça qui est là, CAP là, CAP pour l'alternance pacifique là. Prenez le nom, CAP pour l'alternance pacifique. Le CAP ici, c'est comme si nous sommes en direction d'eux. On est sur la route pour aller à une alternance pacifique. Mais là où on parle d'une alternance pacifique, ça veut dire qu'on est dans une zone de guerre. On est dans une zone de turbulence. On est dans une zone de désordre. Par exemple, quand tu prends l'avion, quand vous êtes dans une zone de turbulence, vous cherchez à quitter cette zone de turbulence-là. Donc, pour les opposants, on est en guerre actuellement. Le pays se porte très mal. Et le pays, là, n'est pas dans une zone de paix. Le pays doit aller vers une alternance pacifique. Parce que actuellement, là, le pays n'est pas dans la paix, le pays n'est pas dans l'alternance. Ça, là, je vais vous dire la vérité. CNT, là, ils ont changé de nom. Ça sera CAP. À partir d'octobre. Et vous allez voir les babos, tous vont se mettre dessus. Eux pensent qu'ils peuvent tromper les gens. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils font tout ça, mais ils se trompent eux-mêmes. Parce que, à la réalité, c'est que je vous avais toujours dit. Reprenez. Quelqu'un qui se dit qu'il est prétendu organisation des droits humains, Boga Sako. Mais depuis quand vous avez vu une organisation des droits humains encourager à ce que les populations s'entretuent, encourager au meurtre en Côte d'Ivoire, encourager au chaos, et venir dire que nous sommes les organisations de droits de l'homme du PPACI et du PDCI. Je vous laisse écouter ici les soi-disant représentants des droits de l'homme du PDCI et du PPACI. À Abidjan, nos téléphones n'ont pas arrêté de crépiter. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On est là. On tue à Toumoudi. On tue à Sakassou. On tue à Gaumont. On a tué à Teiri. On tué à Divo. On tue à Bonois. Ah non. Et vous pensez qu'on va regarder ça et puis baisser les bras pour dire oui, non, tout est beau, ça fait rien. Jamais de la vie. Sa commission nationale des droits sa commission nationale électorale, là, sa commission électorale à lui, là, elle n'a qu'à faire ses chichis. Sa presse, les journalistes qui reçoivent à déjeuner, qui corrompent, à qui donnent l'argent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on a créé le Conseil national de transition, dont le président s'appelle Son Excellence Henri Konan Bédié. Chers Ivoiriens, je vous ai promis, je vais faire une vidéo brève, mais les mots que le divin me met à la bouche sont tellement forts, je vais les partager avec vous. Parce que, tenez-vous bien, le combat n'est pas encore gagné. Le combat, il n'est pas encore gagné.
on vous avait promis qu'il n'y aurait pas d'élection. Voilà une organisation de droit de défense des droits humains qui dit qu'eux vont s'opposer à la démocratie. Ils vont empêcher les élections. Ils vont faire tuer des Ivoiriens. Ils vont couper des arbres. Ils vont brûler des humains pour que les élections n'aient pas lieu. Et cette organisation de droits de l'homme de Boga Sako en est fière. Et il le dit de sa bœuf que vous entendez. Ils disent que pour cette fois-ci, ils ont gagné en expérience. Ils vont changer leur nom. Ils vont s'appeler maintenant CAP. Et maintenant, ça ne sera plus CNT. Et que là, ce qui les avait manqué là, ils ont eu maintenant l'expérience pour 2025. Vous nous avez écoutés, vous nous avez aidés. Il dit il est content que les populations radicalisées se soient ajoutées à eux pour tuer d'autres Ivoiriens, pour couper les arbres, pour couper la tête de Toussaint, pour empêcher les femmes enceintes d'accoucher et pour faire tout le mal que vous avez connu. Il dit qu'il est très fier de cela et que pour lui, Boga Sako là, c'est ça, de représenter les droits des humains. Parce qu'en réalité là, ceux qu'ils ont tués là, ce sont les musulmans et les gens du Nord. Et donc là, ces gens-là ne sont pas des humains. Et que avec les militants du RDA et du RHDP, ce ne sont pas des humains. Et que donc ils félicitent ces personnes-là d'avoir tué les parents des gens. Que c'est lui Boga Sako qui dit ça. Parce que c'est ça être leader. Le leader, entre le leader et la base, il y a une complicité. Tantôt c'est la base qui pousse le leader à prendre la ligne droite. Tantôt c'est le leader qui trace la voie et la base suit. Nous avons dit dans la stratégie, il ne faut pas qu'il y ait d'élection. Désobéissance civile, doublée du boycott actif. Vous avez entendu, non? Il ne doit pas avoir d'élection. On doit faire le boycott actif et créer les conditions du chaos. C'est ce qu'eux ont demandé. Depuis quand vous avez vu une organisation de droits humains dans le monde faire une telle pratique? Et ce monsieur veut se lever pour venir parler au nom de quelle institution? C'est simplement triste. Ces gens devraient être en prison pour au minimum 20 ans. Mais ces personnes-là, les politiciens comme les Laurent Gbagbo, les Chakadjan et autres les utilisent pour détruire la vie des citoyens et des simples citoyens que nous sommes. Vous nous avez suivis. Merci. Aujourd'hui, vous avez réclamé. Il nous faut un conseil national de transition. Il nous faut la transition. Décréter la transition. Elle est créée. Le conseil national de transition est né. Le président... Il dit, il vous explique maintenant ce que je vous ai toujours dit là. Et puis vous dites, celui-là, ce fantomas là, il est en train de mentir là. Il dit, il va vous dire pourquoi ils ont nommé Bédié président. Mais derrière Bédié là, il va vous citer les noms des gens qui étaient derrière Bédié. Puisque Afin vous a déjà dit que Tidjane Thiam était en contact avec eux et qu'il a donné son OK. Lui, Boga Sako vient pour continuer la suite des personnes. Il vient pour vous donner le nom de ceux qui étaient derrière le CNT en 2020. Désigné à l'unanimité avec l'accord du président Laurent Gbagbo, avec l'accord de tous les leaders, Afin Guessan, avec l'accord Mamadou Koulibaly, avec l'accord Jean-Vraiment Ouagnin, président de EDS, avec l'accord de tout le monde. Vous avez entendu, non? Avec l'accord de tout le monde. Tout ce que tu peux citer là, Blé Goudéo, Soro Guillaume, tout ça là, Simone Babo, eux tous, ils s'étaient mis ensemble. C'est parce que ça n'a pas marché qu'ils sont en train de faire semblant pour vous dire, nous là, on n'aime pas la violence, nous on est en paix. C'est parce que vous avez coupé leur queue. Mais c'est parce qu'ils ont échoué. Mais que vous leur avez laissé le terrain pour refaire là. Qu'ils veulent encore revenir faire. Mais ça sera plus CNT, ça sera le cap pour faire ça en 2025. Le président Henri Konan Bédié a été désigné. Et donc, on a un président. Chers amis, la Côte d'Ivoire a un président. Il dit que eux ils s'en foutent des élections. Que pour eux là, Bédié était le président. Sans élection, si le CNT avait pris le pouvoir. Que de vous dire ça? Et pourquoi? Il s'appelle son excellence Henri Konan Bédié. Or, on n'a pas le temps pour gloser, pour analyser, pour philosopher sur la question de la démocratie. Il dit, eux là, quand ils ont fait leur plan là, eux ils détestent vous les nordistes là. Eux vous voient comme des animaux. Vous les militants du RDA, RHDP là. Et que eux là, eux ils s'en foutent de la démocratie. Eux n'ont pas de compte à rendre à quiconque pour qui vont beaucoup parler. Que pour eux la démocratie là c'est quoi? Que la démocratie n'est rien. La démocratie est un mode de désignation d'un leader. Ce n'est pas le seul mode.
Il dit, mais la démocratie, là, c'est pas la seule voie par laquelle quelqu'un peut venir au pouvoir. On peut faire le CNT pour prendre le pouvoir. On peut prendre le pouvoir dans la violence comme eux l'ont fait. C'est pourquoi Bédi était leur président. Mais comme ils n'ont pas réussi, c'est à cause de ça. Sinon, là. Parce que même les grands spécialistes de la démocratie vous diront que, aujourd'hui, en comparant. Donc, quand cela vous est dit, et qu'on vous a clairement mis les choses à leur place, ceux qui sont des idiots, des défaillants, ou bien même des estropiés et des incapables mentaux qui veulent suivre cette opposition-là, continuez à vous amuser avec, mais vous ne serez pas surpris des conséquences. Et je vais terminer pour dire que l'ONU est une organisation qui se respecte. Et l'ONU a un principe qu'on appelle la non-ingérence. Non-ingérence, là, ça veut dire, je ne mets pas ma bouche dans ton affaire. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas là pour montrer que je sais parler la langue française. Je suis là pour que les gens comprennent ce que j'ai dit. L'ONU, là, pour montrer que Laurent Gbagbo a menti, c'est incapable de ce ver de terre, là. D'un pays où on dit c'est une affaire d'élection, ou bien affaire de mariage, ou bien affaire de funérailles, là, que eux ne sont pas dans ça. Chaque pays se donne ses compétences de faire ses élections comme il veut. Et que ces petites questions-là, ce n'est pas leur affaire. Ces questions-là sont de l'ordre des pays. Ça fait partie de leurs compétences nationales. Si vous avez quelqu'un que vous devrez juger, l'ONU ne va pas venir dire, bon, comme il y a la justice internationale là, voilà ce que nous on veut que vous fassiez. L'ONU va dire, si vous estimez que vous pouvez juger ces individus chez vous, si vous vous souvenez très bien, je vous ai lu l'article 1975 du 30 mars 2011, où je vous ai montré que l'ONU dit qu'ils vont juger Gbagbo et ses partisans. Or, il se retrouve qu'il y a des déclarations du président Ouattara qui disent qu'il n'a pas envie de faire juger les Ivoiriens. C'est sous la contrainte qu'il a permis cela. Parce que Laurent Gbagbo était sorti du cadre humain, il s'attaquait aux forces de défense et de sécurité des Nations Unies. Et, par ricochet, ils ont commis des crimes devant ces forces internationales. Voilà ce qui a conduit Laurent Gbagbo. Mais si les Ivoiriens avaient fait ça entre eux-mêmes là-bas, et puis ils avaient dit, on ne veut pas que quelqu'un mette sa bouche dedans, mais personne ne va mettre sa bouche dedans. C'est pourquoi Laurent Gbagbo s'est retrouvé avec un mandat international pour se retrouver à La Haye. Et donc, quand bien même que l'ONU peut se donner des capacités de contraindre, comme le prévoit le chapitre 7, l'ONU ne se lance jamais dans les affaires d'un État tant que les représentants ou bien les institutions ne les invitent pas à y mettre la bouche. Donc le principe de non-ingérence là ne peut pas permettre à l'ONU de dire comme Gbagbo a un problème, un individu, l'ONU va se déplacer pour lui. C'est du gros mensonge et du gros n'importe quoi. C'est même faire croire que vraiment nos pays sont des États tiers-mondistes de la périphérie. Et que c'est la France, l'ONU, parce que l'ONU que lui voit hégémonie, l'ONU que lui mettait dans la poubelle hier, c'est aujourd'hui cette ONU-là qui doit venir s'ingérer en Côte d'Ivoire pour lui faire plaisir. C'est que Laurent Gbagbo a vraiment échoué. Et je tiens à dire ceci à Laurent Gbagbo et à ses partisans. Je vais vous donner 3 exemples. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle. On est en 2025, non? Vous voyez, c'est le 21 avril 2025. La Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle. Donc là, la Côte d'Ivoire ne reçoit donc d'aucun autre pays, encore moins d'une institution. Et le représentant de l'ONU dit qu'il est satisfait même des institutions ivoiriennes. Ça, c'est la première chose que tout individu intelligent va cogiter là-dessus. La deuxième chose, la Côte d'Ivoire n'est sous aucun embargo. Tu vas faire comment là? La Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'embargo sur nous pour dire que non, quelqu'un peut venir nous dire de ne pas faire ça ou de faire ça. Et 3, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Pour que vous puissiez venir nous dire que l'ONU a activé sa diplomatie, ou bien quoi que ce soit, pour créer une fausse illusion que l'ONU s'est déplacée pour Laurent Gbagbo pour traiter son cas. C'est faux. Il est trop petit et insignifiant. Et l'historique que l'ONU a de lui, là, on sait déjà que c'est un ennemi de la paix. Il veut simplement ruser avec le monde. Mais l'ONU ne va pas le suivre dans ce chemin.
Parce que l'ONU, ils ont plusieurs manières de s'ingérer dans les affaires. Mais tant que les autorités même n'ouvrent pas la porte, ils ne s'ingèrent pas. Sinon, ils ont la diplomatie, ils ont les bons offices, ils ont la médiation, et ils peuvent même prendre des résolutions. Comme ça a été le cas en 2002-2011, il y a plusieurs résolutions qui ont été prises. Et je vous ai cité la résolution de 1975, la résolution 1975 du 30 mars 2011 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà de quoi il est question. Mesdames et messieurs, nous avons terminé.